un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. Le leadership contemplatif comme l'art d'intégrer l'être et le faire avec Fabrice Desmarescaux, avec qui j'ai eu un grand bonheur d'échanger. L'enregistrement de l'épisode n'a pas pu être diffusé en direct sur LinkedIn comme c'était prévu. Les challenges techniques ont eu raison de nous, mais ça a été une belle mise en pratique finalement pour accueillir ce qui est. Donc voilà l'épisode aujourd'hui. Vivre en accord avec notre raison d'être, accepter les questions sans réponse, sortir du cercle du toujours plus, franchir certaines portes à la rencontre de l'Asie et de l'Occident, de l'être et du faire, de l'art de la contemplation. Voilà une belle proposition de chemin pour les leaders d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite que ce moment soit, comme il le fut pour moi, un voyage de réflexion et d'exploration. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à nouveau à tous ceux qui nous écoutaient. On a fait une tentative de passer en direct sur LinkedIn, en live. Ça ne sera pas pour cette fois, parce que le son n'a pas fonctionné, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Bienvenue à nouveau Fabrice. Merci. Merci d'être là. Et c'est toujours un bonheur d'être ici. Et c'est toujours un bonheur, encore. Ouais, on avait commencé tout à l'heure en disant que c'était un bonheur d'être là, que tu es arrivé de Singapour et que tu étais à Paris là depuis hier. Ouais, je suis arrivé hier matin. Et ta journée est déjà bien entamée. Et ma journée est déjà bien entamée, oui. C'est l'avantage ou l'inconvénient d'être connecté à l'Asie, c'est que les journées commencent très tôt quand on est à Paris. Ouais. Ok. Mais d'un autre côté, elles se finissent assez tôt. Parce qu'à partir de midi, l'Asie finit de travailler, donc j'ai mes après-midi. Ouais, tu vois les levées de soleil le matin. Exactement. Qui sont des beaux moments. Alors, je te disais, je vais le redire pour les gens qui nous écoutent, sur les intentions que je proposais sur ce podcast. Cette heure et demie qu'on va passer ensemble, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on verra ce qui arrive, c'est de se dire de faire justement avec ce qui arrive. Et donc, c'était très, très opportun. Et je dis ça parce qu'il y a une de tes phrases dans ton livre qui m'avait marqué sur il ne s'agit pas de savoir ce que vous attendez de la vie, mais ce que la vie attend de vous. Donc qu'est-ce que cet échange attend de nous? on va le découvrir, on va voir là où ça nous mène. Et puis voilà, si on prend un chemin qui ne te conviendra pas, ou on changera, on bifurquera, donc on se laisse porter. Et la deuxième intention que je voulais te proposer, que j'ai pas eu le temps de te proposer, mais maintenant je vais te la proposer, dans ton livre, à chaque fin de chapitre, il y a un petit résumé du chapitre et il y a des questions. Et chaque question en soi, on pourrait y passer des heures de réflexion, j'adore. Et la dernière question, tu t'en souviens ou pas? Non. C'est si vous aviez un mois de plus supplémentaire cette année, qu'est-ce que vous en feriez? Et donc je me suis posé cette question et je me suis dit pourquoi attendre un mois supplémentaire pour ne pas vivre chaque moment comme un cadeau, comme un moment supplémentaire, parce que rien n'est dû en fait. Cette heure et demie là qu'on passe ensemble, elle n'est pas due. La vie ce matin, le fait qu'on se soit réveillé ce matin, c'est pas un dû. Et donc, j'avais envie de te proposer de vivre cette heure et demie comme une heure et demie supplémentaire. Très bien, ça me convient. Ok, super. Alors, on est parti. Et puis, on avait dit aussi qu'on était ici grâce à Grégoire Amig, qui est un de tes amis,
et tu avais écouté le podcast et ça t'avait donné envie de me contacter pour tenter l'expérience toi aussi par curiosité. Oui, j'ai trouvé que les possibilités que ton podcast ouvre sont toujours intéressantes à explorer. Donc je me suis dit pourquoi pas passer un moment avec toi et voir où ça nous mène. Ok, super. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et merci à Grégoire de rendre ça possible, Grégoire qu'on salue. Alors, j'aime bien la façon dont tu te décris à la fois sur LinkedIn et sur ce que tu m'as envoyé. Donc, tu es coach, consultant en leadership dans des entreprises de toute taille et puis tu animes des retraites. Et tu dis que tu amènes tes clients vers de nouveaux sommets de clarté et de productivité en te concentrant ou en se concentrant sur ce qui fait de nous fondamentalement des humains. Et tu évoques notamment le désir d'être heureux, le désir d'être en lien, connecté. Donc c'est bien aussi la raison d'être de ce podcast, la rencontre. Et puis tu évoques aussi le fait de poursuivre son purpose. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu entends par ce mot, comment on le traduirait en français. Je pense que c'est raison d'être ou sens, mais qu'est-ce que tu mets toi derrière le mot purpose? Oui, raison d'être me paraît une bonne traduction. En fait, quel est le voyage que l'on accomplit quand on est ici sur Terre. Et on peut dire, ben voilà, mon voyage, moi c'est... j'ai un job, je travaille, je me lève le matin, je gagne de l'argent, ça me permet d'aller faire les courses, et puis le soir je me couche, après avoir regardé Netflix, et je répète ça toute ma vie sans me poser plus de questions. Et c'est une manière de vivre. Une autre manière de vivre, c'est de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je dois rendre possible par ma présence? Et c'est pas nécessairement de trouver un objectif, de dire je vais apporter la paix dans le monde ou guérir tous les cancers. Ça peut être simplement un objectif de se dire ben voilà, je vais vivre chaque journée pleinement, je vais me connecter aux personnes que je rencontre, je vais essayer de me connaître mieux moi-même, je vais essayer de connaître les autres mieux, de créer un espace qui permet à toutes ces possibilités d'apparaître. Donc on peut aborder les choses comme ça et de se dire finalement il y a plusieurs niveaux auxquels on peut regarder notre raison d'être, le but de notre existence. Et en fait, quand on se dit ça, pour moi, c'est simplement le tout début de l'exploration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des réponses définitives à trouver à cette exploration, mais l'exploration elle-même, la question elle-même, est en fait un cheminement dans la vie. Donc c'est un petit peu l'objet de ma réflexion dans le livre, et comme tu le sais, je travaille avec des cadres dirigeants de grandes entreprises, donc des personnes, hommes ou femmes, qui sont très, très occupées, qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens aussi, beaucoup de ressources à leur disposition. Et dont beaucoup finalement accomplissent ce qu'ils font de manière automatique, sans nécessairement prendre du recul régulièrement pour se dire est-ce que c'est vraiment... est-ce que je suis en accord avec mes principes? Est-ce que je suis en accord avec la raison pour laquelle je suis ici? Ou est-ce que j'ai simplement suivi une voie qui était prédéterminée par mes parents, mon éducation, la chance, le hasard? Voilà, mon premier job m'a amené à mon deuxième job, m'amène à mon troisième job, et je me retrouve parce que je suis
malin, parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai eu de la chance, je me retrouve dirigeant d'une entreprise. Et finalement, on ne se pose pas nécessairement toujours des questions de pourquoi, quel sens est-ce que je dois apporter à mon action. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus, les dirigeants avec lesquels je travaille ont des objectifs toujours plus ambitieux, de croissance, de profit, qui les mettent sous pression et qui laissent finalement de moins en moins de place à une réflexion plus personnelle, plus profonde sur le sens qu'on veut donner à notre action. Donc beaucoup de questions, peu de réponses. Okay. En tout cas, pas de réponse générique, je crois. Les réponses peuvent être très, très personnelles, mais pas de réponse générique en disant voilà le sens de l'existence, voilà ce que devrait faire un CEO ou un dirigeant. Ça. Donc c'est à la fois très personnel et à la fois probablement mouvant dans le temps. Et on n'a pas forcément les réponses et le chemin en lui-même du questionnement, c'est un sens en soi. Je crois que la recherche de réponses, c'est un petit peu une maladie des temps modernes. on veut tout savoir. Tout est un problème qu'on doit résoudre. Et en fait, on se dit, quand j'aurai résolu ce problème, quand j'aurai obtenu cette réponse, je me sentirai mieux. Donc, voilà, j'ai envie de m'acheter une maison plus grande, et quand j'aurai ma maison plus grande, finalement, la vie sera bien. J'ai envie d'être promu, j'ai envie de gagner $1 million, et quand j'aurai gagné mon $1 million, la vie sera bonne. Et donc, on est toujours en mode de résolution de problèmes et d'atteinte, de recherche d'objectifs qu'on se fixe comme ça. On le fait dans notre vie privée, on le fait bien évidemment dans le monde corporate, où tous les ans on se fixe des budgets, des objectifs. Voilà, on sera heureux quand on aura une part de marché de 20%, on sera heureux quand on aura une capitalisation de $50 milliards. Et en fait, on n'est jamais heureux, parce que le jour où on atteint notre part de marché, notre capitalisation, notre promotion, notre quoi que ce soit, finalement on s'aperçoit qu'il y a un autre objectif derrière, et donc c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et donc en fait on sera heureux quand jamais, quoi, puisqu'on est toujours en recherche d'objectifs. Et en partant de ce constat, je me suis dit, mais finalement c'est pas vraiment les objectifs qui sont importants, c'est le cheminement. D'où une des premières réflexions que j'entame souvent avec les clients avec lesquels je travaille, de dire, mais finalement, est-ce que c'est pas plus le cheminement qui compte que la destination? Et quand je dis ça, souvent je vois une petite lumière qui s'allume sur leur visage, et de se dire, mais finalement, il n'y a pas de destination. Et donc finalement, on n'a pas besoin d'apporter des réponses à toutes nos questions, on n'a pas besoin de résoudre tous les problèmes, puisque même quand on a résolu un problème, il y en a un autre qui apparaît immédiatement. Et de se dire, finalement, c'est le voyage qui compte, c'est le cheminement qui compte. Et tout au long de ce cheminement, évidemment, on résout des problèmes, on fait des choses, ça c'est normal. Mais ce qui compte vraiment, c'est le cheminement, c'est pas la destination. Quand on explore ça avec nos clients, je vois un sens d'apaisement qui souvent les traverse, de se dire, mais finalement, c'est vrai, il n'y a pas de destination, donc ce qui compte, c'est notre cheminement. Et au cours de ce cheminement, on aura des joies, on aura des peines, on aura on veut enregistrer un podcast et le son ne marche pas. Bon, voilà, so what? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se transforme autrement? Comme dans Les souris et les hommes, on dit les meilleurs plans des hommes et des souris partent souvent en vrille, enfin, traduction très libre de Fabrice. Voilà, c'est le meilleur exemple. Donc.
Donc c'est un petit peu une base de démarrage pour le travail que je fais avec des clients souvent, de se poser, de se dire mais finalement arrêtons de voir notre vie comme une succession de problèmes à résoudre, mais plutôt comme une succession de voyages, d'épisodes, de parcours qu'on fait seul, avec d'autres, en communauté, avec notre famille, avec nos collègues, et de se dire mais quel est le sens que je veux donner à ces parcours. Ouais, ok. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle énormément, ça me parle énormément. Que le bonheur est sur le chemin, le bonheur, tout est déjà là, mais à condition de le capter. C'est à notre charge, à chacun. Donc ça me parle beaucoup. Exactement. Ouais. Dans ton livre aussi, dans l'introduction, est-ce que j'ai cité le titre de ton livre, The Art of Retreat? The Art of Retreat, oui. L'art de... Alors, en français, ça se traduit mal, parce que l'art de la retraite, on pense, ben voilà, ça y est, j'ai 62 ans, ou bientôt 64 ans, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais donc je pars à la retraite. Donc, en fait, une retraite, c'est dans le sens de retraite spirituelle, de se mettre en retrait. Donc, de quitter le monde de l'action pour être dans le monde de l'être. Et je fais cette distinction entre le faire, l'action, qui est le monde de nos clients, dans le monde de l'entreprise. Faire. Quand on va voir son chef, s'il nous dit qu'est-ce que tu as fait, et tu lui dis ben, j'ai rien fait, tu te fais virer. Donc il faut faire. Ouais, il faut faire. Et pour moi, le monde de l'être, c'est pas nécessairement le monde de l'inaction, mais le monde de la présence. Donc de se reconnecter à soi-même, sans agenda, sans obligation de faire quoi que ce soit, et de passer un moment avec soi. Donc on trouve ça dans toutes les traditions spirituelles. De partir en retraite. On fait ça dans le bouddhisme, en Thaïlande. Les moines partent en retraite pendant la saison des pluies, parce qu'on ne peut pas se déplacer. Donc on se parque dans un monastère et puis on passe 2-3 mois comme ça en contemplation. On trouve ça dans toutes les traditions. Donc mon livre, L'art de la retraite, est en fait un petit manuel à l'usage des travailleurs du monde corporate, pour se dire mais finalement est-ce que je peux pas de temps en temps prendre un petit peu de temps pour me reconnecter à moi-même, prendre ce temps en solitude, en silence, dans un espace qui m'inspire, qui me nourrit, et je me reconnecte à mon esprit, à mon âme. Et ensuite, je repars. Ok. C'est beau. C'est beau. Et dans l'introduction donc, de ce livre, tu dis notamment que tu as eu du mal à concilier le fait de garder ton authenticité et d'être en accord avec ta raison d'être et le monde exigeant des affaires. Et que finalement, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas un dilemme, un choix à faire entre les deux, mais que ça pouvait être aussi une intégration des deux, et que c'était possible à condition de décider de franchir certaines portes. J'aime bien aussi cette notion de décision, de choix aussi, de libre arbitre peut-être quelque part, et de décision de franchir certaines portes, donc de les voir, de les choisir, et après de les franchir. Et j'ai envie de te demander quelles sont les portes que tu as franchies toi-même, Fabrice. Écoute, moi j'ai une éducation française, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, donc j'ai grandi à Paris.
Il se trouvait que j'étais bon en maths. Donc j'ai fait les classes prépa, j'ai fait centrale. Et puis j'ai commencé à travailler comme tout le monde. Il fallait faire à cette époque-là, on ne se posait pas de questions, il fallait travailler. Donc j'ai travaillé dans le secteur de l'informatique. Et après quelques années, je me suis dit, il faut que je remette un peu des bases en place. Centrale, c'est très très bien pour tout. Pour une éducation scientifique, une éducation d'ingénieur, donc c'est carré. On a un problème, on le résout. Donc pour ça, on est très bon. On est très bien préparé pour ça en France, même dans les écoles de commerce, pas seulement dans les écoles d'ingénieurs, mais finalement, on est préparé à la résolution de problèmes qui sont bien posés, bien définis, bien clairs. Et on les résout. Donc je me suis dit, il faut que j'étende un petit peu mon éducation. Donc je suis allé faire un MBA. Ensuite de quoi je suis rentré dans le conseil. Et en fait, je suis reparti dans ce mode de résoudre des problèmes. Alors je les résolvais pas seulement pour moi, surtout pour les clients. Comme ça nous permettait d'avoir un bon business. Et il s'est trouvé que par le plus grand des hasards, je travaillais avec les banques, les entreprises financières, banques et assurances pour la plupart. Et donc, je me suis dit, mais finalement, mon but dans la vie, c'est de devenir un patron de banque. Pourquoi pas ? Finalement, tu vois, le choix, en fait, au début, c'était, j'aurais pu, par inclination, alors pardon pour mon français très, très approximatif maintenant, par goût. J'aimais bien les usines et les grosses machines et tout ça, mais travailler dans la banque, ça permettait d'être dans les centres-villes, à proximité des bons restaurants et des bons hôtels, plutôt que d'être au milieu du rien dans les zones industrielles. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans l'univers de la finance. Et donc, tant qu'à faire, autant devenir le patron d'une entreprise financière. Donc, j'ai eu cette opportunité, finalement, en quittant le conseil à l'âge de 40 ans, d'aller travailler dans une banque et de diriger une des grosses divisions de la banque de détail, comme on dit en France. Donc, j'avais, je ne sais pas, 500 agences, quelques milliers de personnes, et donc un peu l'aboutissement d'un rêve pour moi, qui était de devenir le dirigeant d'une banque. Et tout était très bien, sauf que j'étais absolument misérable dans la vie. Je raconte un petit peu ça dans ce cheminement dans le bouquin, mais en fait je me suis dit, mais cette existence est complètement absurde. Et de l'extérieur, tout le monde me regarde et se dit, ouais, ce type-là, il a 40 ans, il dirige une grosse division dans une banque, c'est le prochain CEO, si c'est pas cette banque-là, ce sera une autre. Toutes les apparences du succès professionnel. Et ma vie était absolument misérable. C'est-à-dire que je me levais le matin et je devais me traîner pour aller au bureau. C'était l'horreur totale. Et la raison pour laquelle c'était l'horreur totale, c'était que je me disais, mais à quoi ça sert tout ça ? C'est-à-dire, mon but dans l'existence, c'est de vendre des cartes de crédit. Alors je dis, il n'y a rien de mal à vendre des cartes de crédit. Moi, j'utilise des cartes de crédit, donc je suis très content qu'il y ait des gens qui me les aient vendues. Mais ça me... Je dis, mais dans le pays où je travaillais en Asie, dans le pays où j'étais, il y avait une centaine de banques qui faisaient la même chose. Donc, en fait, je me dis, mais si demain, il y a une espèce de gros vaisseau d'extraterrestres qui arrive au-dessus de ma banque, et un aspirateur géant qui aspire la banque et elle disparaît, qui va s'apercevoir qu'on a disparu et qui va nous regretter ? Et la réponse, c'est personne, parce que de toute façon, il y en a 99 autres qui font la même chose, et donc... à quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on fait qui est unique, qui est inspiré, qui
offre de la joie et du sens, et j'arrivais pas à trouver de réponse. Je me suis dit, mais c'est pas possible, que j'ai travaillé comme un forcené pour faire des grandes écoles, des études, des MBA, j'ai travaillé dans les meilleurs cabinets de conseil du monde. Et voilà, je me retrouve à 40 ans dans un truc absolument misérable. Ça va pas du tout. Et donc ça, c'est la première porte. C'est la première porte, de s'apercevoir que tout ce pourquoi j'ai travaillé, qui a fait la fierté de mes parents, qui m'a permis effectivement d'avoir une vie confortable, intéressante, etc. En fait, ça me rend misérable. Et je ne trouve pas de réponse à cette interrogation. C'était pas du tout une question de changer de banque. Des fois, il y a des environnements qui sont un peu toxiques. On se dit, ok, je peux pas rester dans cette entreprise, je vais aller dans une autre. Mais c'était pas ça. C'était vraiment à quoi sert Fabrice. Fabrice, quand il vend des cartes de crédit et des prêts hypothécaires, des comptes pour la banque premier, ça ne sert à rien. Il y en a 50 autres qui peuvent faire le même job, probablement mieux que lui. Et donc un grand vide s'ouvre devant moi et je me dis, mais voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, ça c'était un problème quand même. D'abord parce que d'un point de vue purement d'ego, je me dis, mais tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Donc je suis nul. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que finalement, quand tu es consultant, tu vois, bardé de diplômes dans les grands cabinets de conseil, qu'est-ce que tu sais faire? En fait, je ne savais rien faire. C'est un peu la réponse. Je ne savais ni conduire un camion, ni réparer la plomberie dans la maison, ni pratiquer la respiration sur quelqu'un qui a une syncope. Donc j'ai aucune skill, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français, aucune compétence qui est vraiment utile, si ce n'est que par mon expérience professionnelle, mon expérience de la finance, mon observation des comportements dans les couches un petit peu raréfiées, supérieures du monde de l'entreprise. J'ai développé des instincts pour travailler bien avec ces cadres dirigeants. Mais c'est tout. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, je suis rentré un peu dans une période de traversée du désert. Et juste avant cette période-là, quand tu dis cette première porte que tu as franchie avec le vide qui s'ouvre un peu devant toi, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que ça s'est fait un matin? Est-ce que ça a été progressif? En fait, c'est venu très vite. J'ai pris ce job qui... je crois que c'était le contraste, le changement thermique entre prendre un job qui, sur le papier, correspondait absolument à tout ce pour quoi j'avais travaillé à l'époque, pendant 18 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à travailler à 23 ans, j'avais 40 ans, donc 40-41 ans, donc j'ai travaillé pour cet objectif de dire je vais être patron de banque, et très rapidement, et le job avait vraiment sur le papier tout pour plaire, un employeur très prestigieux dans l'Asie du Sud-Est, qui avait fait l'acquisition d'une banque en Indonésie qu'il fallait restructurer. Donc j'avais été envoyé en Indonésie pour faire partie de l'équipe qui restructurait cette banque. Donc vraiment, sur le papier, un plan de carrière tout tracé devant moi. Et c'est venu après 2 mois, 3 mois, de me dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc c'est éducation traditionnelle, tu n'abandonnes pas, tu continues, tu t'accroches, tu restes, voilà, et ma vie devenait de plus en plus misérable. Donc il n'y a pas eu d'événement déclencheur particulier, si ce n'est
un gradient thermique d'un seul coup où je prends cette réalisation un petit peu de la vacuité de mon existence, en tout cas de mon existence professionnelle. Et je pense que c'est cette confrontation au vide ou au précipice en face de moi qui est lui-même l'événement déclencheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse et il faut apprendre à vivre avec cette angoisse un peu existentielle. Parce que plus on s'agite et on essaye de trouver des réponses, on peut envoyer des CV aux quatre coins de la planète, ça c'est la réponse traditionnelle. Je vais changer de job. Voilà. C'est pas moi, c'est les autres. C'est une entreprise qui est pas bien. C'est mon chef qui est pas bien. Mais je savais que c'était pas ça. Le problème, c'était pas avec mes collègues, c'était pas avec mon chef, c'était pas avec mon employeur. Le problème était avec moi. Donc ça, c'est beaucoup plus, d'un certain côté, plus difficile à accepter que quand on peut blâmer les autres pour tous nos problèmes. C'est pratique parfois. C'est pratique, voilà. Donc là, il n'y avait personne Enfin, franchement, c'était mon truc. Donc, j'ai fait ma petite traversée du désert. Et à l'époque, sans guide, sans personne à qui parler. Okay. Parce qu'à l'époque, bon, voilà, il y avait pas, le coaching n'était pas très développé. Alors, à qui on parle? Alors, j'allais pas parler à mon chef, évidemment, j'allais pas parler à mes collègues, on se détestait tous cordialement dans l'exco de la boîte, donc j'allais pas parler à mes collègues, comme dans beaucoup d'entreprises, je veux dire, encore une fois, c'était pas une situation exceptionnelle. Bien évidemment, je vais pas parler à mes subordonnés. J'avais pas grand monde autour de moi, auprès de moi, mes amis, ma famille n'avaient pas nécessairement le même vécu. Pour eux, voilà, j'avais une belle situation. De quoi tu te plains, quoi. Écoute, baisse la tête et avance, quoi. Donc, il n'y a pas grand monde à qui parler. Et donc, ça m'a pris un petit peu de temps pour décanter tout ça. Et la réponse, comme très très souvent dans ces situations-là, est arrivée complètement par hasard. C'est-à-dire que si on se crispe et on se dit, voilà, dans 6 mois, il faut que j'ai trouvé la réponse. Alors moi, je vais faire un plan, je vais faire un Excel en disant, voilà, je vais faire ci, A, B, C, D, je vais lire tel livre, je vais voir, et dans 6 mois, il faut que j'ai... Là, tu t'accroches et c'est un petit peu comme se débattre dans les sables mouvants, quoi. Tu t'enfonces de plus en plus vite. Donc, j'ai eu cette présence d'esprit de me dire, mais finalement, il ne faut pas que je m'agite, ça va se décanter. Passer un petit peu de temps à réfléchir par moi-même. Je me souviens que je suis allé à Bali, passer 1 mois pour essayer de faire le point, mais encore une fois sans pointeur, sans aide extérieure, quoi. Et ben voilà, tout ça s'est décanté. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une amie qui a pris sa retraite maintenant, Karen, qui était une grande chasseuse de tête en Asie, qui m'appelle et qui me dit, Fabrice, on a un job pour toi dans la banque, une banque voilà, XYZ qui recherche un patron de ABCD, je sais même plus ce que c'était. C'était complètement inintéressant. J'en avais absolument rien à foutre de son job, machin. Et je lui dis, on se connaissait bien, et je lui dis, écoute Karen, je m'en tamponne, quoi, de ton job, c'est pas ma solution, quoi. Je vais pas quitter mon job actuel pour ce truc-là qui va être le même cauchemar. Et elle me dit, mais pourquoi tu viens pas travailler avec nous alors? On a besoin de quelqu'un qui est bien connecté dans la finance, et qui est capable qui est bien connecté, qui a un beau réseau d'adresses, voilà, comme on dit ici, un carnet d'adresses. Qui a un carnet d'adresses on cherche quelqu'un qui a un carnet d'adresses en Asie dans la finance et qui nous aiderait à recruter des cadres dirigeants
pour nos clients banques. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, de quoi qu'est-ce qu'elle me raconte, Karen? Et je ne sais pas, très rapidement, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Je retourne ça m'offre l'opportunité de retourner dans un cabinet de conseil. Je voulais plus faire du conseil en stratégie, j'avais fait 12 ans, suffisamment de PowerPoints pour écrire une encyclopédie, remplir la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est bon, je ne veux plus faire de PowerPoint, je ne veux plus faire d'Excel. Je veux travailler avec les gens. Et en regardant mon parcours, finalement, qu'est-ce qui m'a plu le plus quand j'étais consultant, c'était d'aller faire les recrutements sur les campus des MBA américains, c'était d'être professeur dans nos programmes de développement interne, c'était de travailler avec les jeunes consultants pour les mentorer, c'était tout ça, c'était l'aspect humain en fait, l'aspect quantitatif, analyse, résolution de problèmes, modélisation, tout ça. Finalement, je l'ai fait parce que j'étais bon en maths, mais ça m'a jamais vraiment éclaté. Moi, ce qui me plaisait, c'était de travailler avec les gens. Et en regardant encore un petit peu plus mon histoire, finalement, je me suis aperçu que depuis tout le temps, j'étais attiré par ces domaines-là. J'avais lu des bouquins quand j'avais 20 ans de psychologie, de spiritualité, tout ça. Et donc, en fait, tous les petits cailloux du petit poussé étaient déjà là, simplement, je les voyais pas. Et donc, quand Karen m'a dit, bah, écoute, rejoins-nous, tout s'est un petit peu mis en place. Et c'était le grand virage de ma carrière, de laisser tomber les aspects quantitatifs du travail de la finance pour m'orienter vers les aspects humains. Alors au début, recrutement, puis en étendant mes activités, ce qu'on appelle assessment, donc évaluation des talents, puis l'accompagnement du développement des dirigeants, en individuel ou en équipe. Ajoute à ça une dimension un petit peu spirituelle. Je suis prof de yoga, de méditation, j'ai fait ça il y a pas mal d'années déjà, je pratique le yoga depuis 25 ans, donc je mets ça dans mes interventions. Okay. Et donc ça a constitué un petit peu la base du travail que je fais aujourd'hui. Donc la plus grosse porte, ça a été vraiment la réalisation pas de mettre fourvoyé, parce que je pense que c'est une vue très, très, très négative. En fait, j'ai suivi un parcours comme beaucoup de gens, un petit peu automatique. Soit parce que nos parents nous emmènent dans une direction, soit parce que c'est le truc à faire, ça va faire bien, ça permet d'avoir une belle situation, etc. Donc c'était pas du tout une erreur, j'en ai beaucoup bénéficié, mais de réaliser que c'était la fin d'une époque en fait, qui m'avait plu jusqu'à cet événement déclencheur d'aller travailler dans la banque. Je m'étais beaucoup amusé, j'avais travaillé dans beaucoup de pays différents, tout début de ma carrière en Europe, et puis quand même depuis très longtemps en Asie. Et donc c'était la première porte. Après les autres portes, je les trouve un peu plus facile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quitté le monde des grands cabinets de recrutement, qui est très, très structuré, très prestigieux, et je me suis dit, je vais monter ma propre entreprise. Donc ça, c'est quand même Alors, quitter la banque, c'était ma crise des 40 ans. Ouais. Quitter mon grand cabinet de recrutement pour monter ma propre entreprise, c'était ma crise des 50 ans. Ok. Et puis finalement, là, on arrive,
j'ai bouclé la boucle, donc j'ai vendu mon cabinet, je suis resté avec les gens qui ont fait l'acquisition de mon entreprise, qui sont des gens très bien. Je les ai accompagnés en Asie pendant 4-5 ans, et puis j'ai repris ma liberté. Finalement, j'ai bouclé la boucle en retournant dans mon cabinet de conseil où j'ai fait mes armes quand j'étais un jeune consultant. Et je suis retourné pour entièrement me dédier au développement des cadres dirigeants, de leurs équipes, la préparation de la prochaine génération de leaders pour, je l'espère, créer un monde meilleur. Ah, super, quelle belle boucle semée de portes qui se rejoignent au final. Ouais. Il y a plein de choses dans ce que tu me dis auxquelles je pense. Enfin, il y a déjà l'idée de se dire je quitte une entreprise à un moment donné, mais c'est pas pour ça que j'y reviendrai pas un jour, ou en tout cas l'idée de garder des bonnes relations, aussi bien du côté celui qui part que peut-être l'entreprise aussi, comment, tu vois, côté entreprise, comment je fidélise ceux qui partent, et c'est pas toujours évident, c'est le premier truc auquel je pense. Et puis après cette entrée dans le monde de la chasse de tête de cadre dirigeant, pour y être passée moi-même aussi, j'ai vu des personnes qui venaient de l'entreprise, et notamment en finance, qui faisaient ce switch-là, cette porte-là, pour qui ça ne fonctionnait pas forcément. Pour toi, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi ? Pour moi, ça a fonctionné parce que ça a été une révélation en fait, je suis passé, pour caricaturer un petit peu, du cerveau gauche au cerveau droit. Toute ma première moitié de carrière dans le conseil et dans la banque, c'est du cerveau gauche. Donc c'est analytique, c'est de la résolution de problèmes, c'est basé sur du concret, du tangible. Et donc le succès, il faut être plus malin que les autres, quoi. Donc il faut être smart, il faut toujours dire des choses intelligentes, il faut faire des choses intelligentes, il faut résoudre des problèmes de plus en plus compliqués, etc. Ce qui est épuisant. Et quand j'ai rejoint mon cabinet de recrutement, en fait, j'ai laissé tomber tout ça. Et je me suis mis à poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. Une bonne journée, je rencontre 4-5 candidats, on a des mandats qui viennent de nos clients, qui nous disent voilà, j'ai besoin de recruter un CEO pour cette entreprise, j'ai besoin de recruter un directeur financier, ça, et donc on va à la recherche des candidats. Et pour moi, interviewer un candidat, c'est passer 1 heure avec une personne sans objectif particulier autre que d'essayer vraiment de comprendre ce qui la motive et ce qu'elle apporte d'unique à la situation de mon client. Et donc je pose des questions. Je n'ai pas besoin d'être très intelligent pour ça. Alors, je ne veux pas dire que les chasseurs de tête n'ont pas besoin d'être intelligents, mais notre... Il y en a peut-être pas mal qui vont nous écouter. Oui, donc évidemment, non, c'est des gens très bien, les chasseurs de tête. Écoute, moi j'ai absolument adoré ce métier pendant aussi. 15 ans. De pouvoir me poser avec quelqu'un et simplement d'être là et de dire, écoutez, mais racontez-moi un petit peu votre parcours de carrière. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ? Et de ne pas avoir à être smart. Simplement de m'ouvrir à l'autre, c'est une libération totale. J'ai rien à prouver. Là, j'étais à un stade de ma carrière où j'avais plus grand-chose à prouver. Une bonne réputation sur le marché en Asie. Voilà. Donc les gens venaient naturellement, les clients venaient me confier des missions, les candidats venaient, étaient contents de me rencontrer. Donc en fait, je pouvais être là, sans objectif, sans motif ultérieur, simplement d'être là, d'écouter. Et c'est comme ça que sur ces 15 années que j'ai passées
en cabinet de recrutement, finalement, j'ai naturellement évolué vers le rôle de coach et pour aider mes clients sans l'aspect transactionnel il faut que je remplisse ce job ou il faut que j'aide ce candidat à signer le contrat, etc. Il y a toujours un aspect un peu transactionnel. Et dans la relation de coach, il n'y a plus d'aspect transactionnel. On est là simplement, c'est deux personnes ou un coach et une équipe de direction qui sont là ensemble pour explorer ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas nécessairement d'objectif. Se fixer des objectifs, à mon sens, est un peu détrimental à la relation du coach. Si on essaye de dire, voilà, il faut que tu me coaches parce que j'ai envie d'être un meilleur chef d'équipe, j'ai envie de... Oui, ça peut être un sous-produit. Il n'y a pas de mal à être clair sur voilà pourquoi je viens consulter un coach, j'aimerais explorer ça, mais il n'y a pas de réponse. Les réponses apparaissent au cours de la relation. Donc si on est là, l'œil sur la montre en disant voilà, on a encore 3 sessions pour te rendre Superman ou Superwoman dans ta gestion d'équipe, c'est très... encore une fois, on s'agite dans les sables mouvants, je crois. Alors justement, ce dirigeant qui arrive et qui te dit « je voudrais être le meilleur ou meilleur », tu lui dis quoi? Déjà, je lui dis de respirer. Et on va explorer ça. Et on peut prendre le problème de la question de tout un tas d'angles différents. C'est quoi être le meilleur? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir devenir le meilleur? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas le meilleur? Qu'est-ce que ça veut dire sur toi si tu n'es pas le meilleur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te racontes à toi-même quand tu n'es pas le meilleur? Qu'est-ce que tu te raconteras à toi-même si tu arrives à être le meilleur? À supposer que ce soit possible, parce que le meilleur sur quoi? Donc en fait, c'est les questions. C'est pas, les réponses importent peu, c'est les questions. Et quand on explore ça de question en question, il y a tout un monde qui était plat et qui d'un seul coup prend du relief. Tout un paysage qui était en noir et blanc ou même en noir complètement ignoré qui d'un seul coup s'illumine. Il y a de la perspective qui arrive. Et tu parles dans ton livre de leader contemplatif. Ça me fait penser à ça, là, ce que tu évoques, se dire... Tu dis notamment que pour être un leader contemplatif, c'est passer de la question comment être le meilleur, peut-être, ou en tout cas comment atteindre cet objectif de changement, comment me transformer et atteindre un autre point, à une autre question qui pourrait être comment me reconnecter à toutes les ressources qui font que tout est déjà là. Ça me fait penser à ça, là, ce que tu évoques. C'est quoi un leader contemplatif pour toi? Pour moi, un leader contemplatif, c'est une personne qui s'ouvre à elle-même. Parce que pour s'ouvrir à soi-même, il faut pouvoir se poser. Il faut pouvoir ralentir, sortir du monde de l'action dont on parlait tout à l'heure. Et se dire, voilà, je vais me poser. Alors dans mon livre, j'ai cet acronyme des 4 S, donc la solitude, se reconnecter à soi-même. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire essentiellement seul. On peut être accompagné de temps en temps, mais il faut qu'on passe du temps seul. Silence. Alors silence, ça ne veut pas dire aller dans une chambre insonorisée. Silence, c'est pour moi essentiellement la déconnexion. Couper les téléphones, couper les gadgets, les ordinateurs, et se retrouver dans un monde analogue, qui était en fait le monde naturel jusqu'à il y a une trentaine d'années.
Euh, mais aujourd'hui, on est tellement euh, sous, sous pression de la technologie on en a perdu l'habitude d'être par nous-mêmes sans cette technologie. Donc c'est ça que j'appelle le silence. On est constamment sollicité, il y a des notifications qui font ding-ding, qui font bip-bip, on est tout le temps distrait. Donc on est en permanence en fait soumis à ces distractions. Et rentrer dans le silence, c'est en fait abandonner les distractions et pouvoir être vraiment présent. Et les deux autres S, ça va moins bien se traduire en français. Mon troisième S, c'est space, donc un espace qui permet de se sentir bien. Donc j'imagine que comme tout le monde, tu sens les espaces, quoi. Il y a une vibration dans les espaces. Tu rentres dans une chambre d'hôtel et tu dis ouais, ça c'est pourri, quoi. Ou alors tu visites un appartement et tu tombes amoureuse de cet appartement. Et c'est pas que l'appartement est mieux disposé qu'un autre, etc. Il y a une vibration, il y a une lumière, il y a une énergie. Et donc c'est ça, l'espace, c'est aller dans un lieu dans lequel on se sent bien et qui nous permet de nous apaiser. Alors ça peut être un monastère, ça peut être une cabine au milieu de la forêt, mais moi je fais des mini-retraites et j'envoie mes clients faire des mini-retraites dans un coffee shop, quoi. Donc tu vas au café du coin et tu te poses à une table, donc c'est pas nécessairement les lieux typiques de retraite spirituelle. Mais si tu t'y sens bien, ça peut être une terrasse de café où tu te sens particulièrement bien. Ça va t'amener dans un autre niveau d'énergie. Le quatrième S, c'est le spirit. Donc c'est ce désir, cette ouverture à se reconnecter à soi-même, à notre âme, à notre esprit, à la force interne qui nous anime et qu'on n'écoute jamais. En fait, quand on est tout le temps dans ce mode de cadre dirigeant, on est toujours actif, on fait des tas de choses, on est toujours en train de s'agiter. Et donc on n'entend pas notre voix intérieure. Et donc cette ouverture, ce désir de se reconnecter à notre voix intérieure, c'est le quatrième pilier d'un leader contemplatif. Ok. Le désir de se reconnecter à cette voix intérieure. Et comment on passe du désir à la concrétisation? Tout simplement en s'ouvrant. Il n'y a pas d'attente à avoir. Si on a des attentes, c'est un petit peu comme les gens, tu vois, qui font de la méditation en disant voilà, ça va me permettre d'être hyper focus, donc après je vais travailler beaucoup mieux. Si tu fais quelque chose comme ça avec une attente presque matérielle, bonne chance, tu vois. Tous ces raccourcis pour essayer d'être plus efficace, d'avoir plus de succès en utilisant des techniques diverses et variées, ça peut marcher, mais je crois qu'il faut être confortable avec ne pas savoir en fait ce qui va arriver. Parce qu'il y arrive toujours quelque chose. Et donc laisser partir nos attentes pour s'ouvrir aux coïncidences. Alors c'est très jungien, ça, la synchronicité, mais c'est tellement vrai. Et c'est tellement relaxant, finalement, si tu te dis, voilà, je ne sais pas, et je suis en paix avec le fait de ne pas savoir.
quand tu dis ça, et que tu l'internalises, tu vois, qu'est-ce que tu te sens bien. Ouais. S'ouvrir à ce qui va arriver. La curiosité de l'instant. Ouais. Et être en paix avec le moment présent. Et ne pas avoir de réponse immédiate, toute faite. Mac réponse, tu vois. ChatGPT, please tell me what is the meaning of life. The meaning of life is. Non, mais ça, c'est débile, quoi. Ouais. Quand tu réfléchis, mais c'est un truc de dingue, quoi. Il faut avoir tout de suite, les réponses tout de suite. Ah, voilà, je veux atteindre l'illumination, l'enlightenment, on dit en anglais. Tu vois. Ah ben alors, comme j'ai pas le temps d'aller méditer pendant 10 ans, je vais aller faire une retraite d'ayahuasca. Voilà, pouf, spiritual shortcuts. Ça, j'y crois pas du tout. Je crois qu'il faut faire le travail. Et encore une fois, il n'y a pas de destination, c'est le voyage qui compte. Quand tu dis il faut faire le travail, ça veut dire quoi, il faut faire le travail? Il faut accepter de ne pas savoir quand les réponses arriveront, quand les déclenchements se feront. Ça ne veut pas dire ne rien faire, donc tu vois, aller s'asseoir sous le bananier et attendre que les fruits tombent tout près. On peut, et je crois qu'il est important d'avoir des pratiques qui nous permettent de supporter notre cheminement, l'encadrer par exemple. On va parler de la méditation, c'est une bonne pratique. Alors pourquoi c'est une bonne pratique? Parce que ça nous permet de ralentir, ça nous permet de nous ouvrir au moment présent, de laisser tomber la voie du jugement. C'est pas parce qu'on va commencer à léviter et à se mettre à voler au-dessus des montagnes. Tu vois. Et donc il y a des tas de pratiques que je décris d'ailleurs dans mon livre, lire de la poésie, chanter, aller marcher pieds nus dans la forêt, sur la plage, écrire dans un journal, et surtout pas sur une tablette, tu vois, ça, c'est un vrai crayon, du bon papier, d'écrire ce qui te passe par la tête. Donc ça, on encadre, mais il faut être prêt à ce que les réponses apparaissent avec leur propre rythme. On ne peut pas contrôler ça. Il faut simplement accepter de faire ce voyage. Donc c'est ça que j'entends par faire le travail. Si tu prends pas du temps, si tu te dis voilà, je vais la métaphore que j'ai moi pour les clients avec lesquels je travaille, tu vois, c'est l'analogie du mec, tu vois, qui fait tourner ses assiettes sur des petites baguettes. Et donc il en met 3, 4, 5, et puis après les assiettes, ça commence à tanguer, tu vois, et donc il redonne un petit coup de spin sur... et en fait, c'est ça un cadre dirigeant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours une overdose de choses à faire. Le flot des emails ne s'arrête jamais. Le flot des problèmes qui lui arrivent ne s'arrête jamais. Et donc, tu demandes aux gens comment ça va. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis busy, tu vois. Comment ça se passe au travail. Oh là là, mais j'ai tellement de trucs à faire. Ça, c'est la réponse classique. Très classique. J'ai trop d'assiettes à faire tourner. Et donc, des fois, ils viennent voir un coach, ils disent écoute, boss, j'arrive à faire tourner 5 assiettes, en fait, est-ce que tu peux me coacher pour que j'arrive à faire tourner 6 assiettes? C'est ça le progrès. Mais alors, quand tu auras fait tourner 6 assiettes, qu'est-ce que tu feras? Tu vas me montrer comment on en fait tourner 7. Et on essaye de coincer de plus en plus de trucs dans les mêmes 24 heures, en disant, mais finalement, le progrès, tu vois, c'est d'arriver à faire plus d'emails, plus de problèmes, plus de réunions. Donc on passe des réunions d'1 heure à des réunions d'1 demi-heure. Après, il y a des boîtes qui font des réunions de 5 minutes. Donc c'est vraiment, on met les activités comme des petites sardines dans la boîte. Et le progrès, c'est d'arriver à en faire plus.
Et si tu réfléchis, c'est complètement débile. Ça nous emmène nulle part. Et donc, ce que j'essaie de faire en fait, avec mes clients, c'est de dire, non mais attends, là tu regardes la dimension horizontale, tu vois, c'est la dimension du temps, et pour toi, le progrès, c'est tu passes de 5 assiettes à 6 assiettes, à 7 assiettes. Et donc, dans ta dimension horizontale, tu essayes de faire de plus en plus. Et je dis, non mais attends, mais ça s'arrête jamais. Tu peux pas gagner à ce jeu-là. Tu peux pas gagner. Donc pourquoi on dit pas, ok, pause, stop, tu vois, et on va ouvrir une autre dimension. Et c'est la dimension verticale, et c'est la dimension de l'être. Et c'est donc là où on se dit, voilà, je me pose et je me reconnecte à moi-même. Plutôt que d'être fragmenté entre 18 activités simultanées, de multitasking, comme on dit, tu vois. Je suis en train de parler à quelqu'un, et puis mon email fait ding-ding, et donc j'arrête de parler à la personne pour regarder l'email, et puis après mon téléphone sonne, et donc on est tout complètement fragmenté comme ça, de se dire, voilà, je me pose, et je me mets dans un moment de présence, je me reconnecte à moi-même. Je laisse tomber, tu vois, c'est la notion de silence, je déconnecte. Et je regarde, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu peux faire ça pendant 1 minute, tu peux faire ça pendant une journée, 5 jours, peu importe, mais c'est de créer ces temps de reconnexion à soi-même. Et ça te donne une vision complètement différente. Une clarté, une balance, hein, c'est un peu la promesse de l'approche de faire ces temps de retraite, c'est de se reconnecter en fait à un équilibre plus profond, de voir les choses telles qu'elles sont de manière plus claire. Et ensuite, tu peux repartir faire tourner tes assiettes. Il n'y a rien de mal. De toute façon, il faut le faire. Hein. Dans le monde de l'entreprise, on ne va pas s'en tirer si on ne fait pas tourner nos 6 assiettes. Donc, autant en prendre son parti. Mais au moins, on peut se mettre, au lieu d'être dans la danse, tu vois, pour prendre l'analogie de Heifetz, tu vois, au lieu d'être dans la danse, toujours sur le nez sur le guidon, on peut monter sur le balcon et observer tout ce jeu. Et de se dire, ok, finalement, je fais des emails comme tout le monde, tu vois. Si je ne regarde pas mon email pendant une journée, j'en ai 70 qui m'attendent le lendemain matin. Donc on est tous dans... C'est le prix à payer aujourd'hui. Mais au moins, on le fait avec un certain recul. Et on se dit, mais c'est un jeu finalement. Ouais. C'est un jeu. Donc autant s'amuser. Autant s'amuser. Ouais. Et ça permet de plus avoir cette anxiété de dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis busy, j'ai trop d'emails, j'ai trop de réunions, écoute, il y a personne qui t'oblige. Prends un peu de recul, regarde, ris. Ris de ces assiettes qui tournent. Il y a rien à nous être. Il faut qu'on ait un job, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut faire vivre nos familles, il faut envoyer nos enfants à l'université. Enfin, on a tous des contraintes matérielles, c'est évident. Et puis de toutes les façons, travailler, quel que ce soit dans le monde de l'entreprise ou ailleurs, ça donne aussi, ça permet de se développer, de faire des choses intéressantes, de se challenger. Donc je ne dis pas arrêtons de travailler, allons sur une île déserte à ne rien faire. C'est pas du tout ça. C'est de dire, okay, compte tenu de la situation du monde actuel, est-ce que je peux finalement faire fonctionner les choses un petit peu en étant l'auteur de ma propre destinée et l'acteur, plutôt que d'être une victime de ce système. Et ça, on y arrive en créant ces plages de ce que j'appelle de retraite, mais qui nous permettent de prendre du recul, de nous reconnecter à l'être plutôt que le faire. Et ça nous donne une plus grande sérénité, une plus grande j'allais dire equanimity, mais alors là je suis incapable de traduire ça en français.
Mais voilà, une paix d'esprit, un équilibre plus important. Un équilibre. Ouais. Et cette conceptualisation que tu as avec ces deux axes, je la trouve intéressante. Tu vois, nous, là où je me suis formée chez International Mosaïque, une école à Paris qui est reliée à l'ICF, on nous transmet un concept de la boussole du changement avec des axes comme ça, avec un axe horizontal de la relation, on va dire du je au nous, et puis un axe vertical du sens aux récoltes. Et ce que tu évoquais avec ce concept des axes, ça faisait écho pour moi à cet autre concept. Comment ça t'est venu? Est-ce que ça t'a été transmis? Qu'est-ce qui fait que tu visualises les choses de cette façon-là? Alors, ça vient pas de moi, je l'ai vu ou je l'ai lu. Alors, on trouve ce croisement des axes dans beaucoup de traditions spirituelles, dans le christianisme, c'est la croix. C'est vrai. Je sais pas si c'est pas chez Eckhart Tolle que j'ai vu ça. Mais comme je te dis, on le trouve dans beaucoup de traditions spirituelles, et c'est en fait le confluent des deux axes, l'axe du faire et l'axe de l'être. Donc un axe qui est le monde séculier et le monde contemplatif ou spirituel. Et donc il ne faut pas les mettre en opposition. Dès qu'on met les choses en opposition, donc soit je travaille comme un fou, soit je fais plus rien. Tu vois, donc quand j'aurai fini, je prends ma retraite et je fais plus rien. Le monde de l'entreprise, c'est mal, donc il faut tout détruire. Les patrons, c'est des pourris. C'est pouvoir aux ouvriers, tu vois. Dès qu'on met les trucs en opposition comme ça, ça finit très mal en général. Tu vois. Donc, je crois qu'il faut intégrer les deux. Et ça aussi, c'est finalement c'est un chemin de sagesse, quoi, de s'élever au-dessus des polarités et de dire, plutôt que de mettre deux choses en opposition, de dire, mais finalement, est-ce qu'on peut pas avoir les deux? Est-ce qu'on peut pas avoir le faire qui finalement nous permet d'avoir des téléphones portables, des voitures, des hôpitaux avec des docteurs dedans. Tu vois, le monde du faire est quand même pas mal. Ouais. Ça a permis de sortir un petit peu de la misère dans laquelle l'espèce humaine a été jusqu'à il y a 200 ans, quoi. Avec tu vois, les maladies, les famines, les invasions. Et finalement, aujourd'hui, on a le niveau de vie, le confort qu'on n'a jamais eu auparavant, et qui nous permettrait, en théorie, justement d'en profiter, et de nous dire, mais de quoi on se plaint, tu vois. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est malheureux aujourd'hui, au XXIe siècle, surtout dans un pays occidental, tu vois, où on a des libertés qu'on n'a jamais eues auparavant. Pourquoi on est si malheureux, finalement, misérable. Donc le monde du faire nous a permis de créer toutes ces belles choses, et pourtant on n'est pas heureux. Donc qu'est-ce qui nous manque? Et je crois que ce qui nous manque, c'est le monde de l'être, c'est de pouvoir dire, mais voilà, on se reconnecte à ce qui est authentique en nous, et on s'aperçoit que finalement on a quand même beaucoup de raisons d'avoir de la gratitude. Ouais. Et est-ce que c'est l'Asie qui t'a apporté cette connexion à cet axe de l'être, ou est-ce que tu fais un parallèle avec justement le monde occidental, le monde oriental par rapport à ces deux axes? Oui, mais alors c'est sûr que de vivre en Asie, ça ouvre un peu les chakras, parce que c'est quand même un monde assez différent. Alors moi je vis à Singapour, donc Singapour c'est très occidental. Mais il se trouve que je fais beaucoup de travail dans les pays autour de Singapour en particulier. Je travaille beaucoup en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam.
Donc c'est sûr que d'être dans un bain de culture asiatique, ça donne une perspective différente. La plus grosse différence que je vois entre l'Asie, et ça c'est vrai pratiquement partout, de l'Inde au Japon, de la Corée à l'Indonésie, par rapport aux sociétés occidentales, c'est le sens de la communauté. On, la communauté est beaucoup plus importante en Asie. Le sens du bien commun, de l'intérêt commun, que ça soit à petite échelle, la famille, avec les ancêtres par extension, donc la vénération, le respect des ancêtres, tu vois, dans beaucoup de traditions, en particulier dans le taoïsme. Tu vois, on respecte toujours la lignée qui nous a amené à être où on est aujourd'hui. Mais aussi le village, le kampong, comme on dit en Asie du Sud-Est, tu vois, cette solidarité mutuelle au sein du kampong. Et puis à l'échelle du pays. Je te disais, là, il y a 2 jours, j'ai donné une conférence à Jakarta, et c'est une entreprise privée, un grand conglomérat qui a des activités industrielles et agricoles. Ouais, agricole. Et il commence par en fait le pledge, donc l'hymne de la société que chacun récite au début de chacune de leurs meetings, de leurs conférences, et notamment la promesse de prendre soin de la communauté, de la terre, de la culture du pays. Et donc ça, c'est en France, on regarde ça, on ricanerait. Ils y croient à leur truc, tu vois. En fait, c'est super important de s'apercevoir qu'on est là tous ensemble. Alors, ça ne veut pas dire que tout marche bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points qui sont dysfonctionnels, mais pratiquement dans toute l'Asie, par exemple, très très peu d'insécurité. Et c'est pas parce qu'il y a on dit à Singapour, il y a de la police partout, il y a des caméras partout, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'es jamais senti en danger quand tu te balades à Jakarta, qui est une petite ville de 25 millions d'habitants, à Bangkok, au Vietnam, ou en Corée, ou au Japon? On va pas idéaliser, il y a du crime aussi, mais sentiment d'être là ensemble, et donc il n'y a pas cette agressivité qu'on trouve dans les sociétés occidentales. Donc c'est la grosse différence que je vois entre l'Asie et l'Occident. Alors évidemment, être dans cette soupe culturelle, ça ouvre des perspectives, mais ce qui est intéressant, c'est que même si traditionnellement un certain nombre de spiritualités contemplatives viennent de l'Asie, le bouddhisme en particulier, en fait ça a été un petit peu perdu quand même dans les sociétés asiatiques, et le renouveau du bouddhisme aujourd'hui se fait beaucoup en Occident. Le renouveau du yoga, ça se fait en Occident, tu vois. Donc c'est marrant, il y a une espèce de transfert, et les Asiatiques ont un petit peu perdu aujourd'hui cette connexion avec leur histoire spirituelle, qu'on trouve très, très vivante en Occident. Quelque chose de l'ordre de l'intégration qui est peut-être en train de se créer au niveau mondial. Oui, ça peut être ça. Moi, je vois ça de manière positive, parce que je trouve toujours marrant qu'aujourd'hui, les gens qui répandent un peu
ces traditions spirituelles sont souvent des occidentaux. Mais oui, c'est... Et toi? Et moi, quoi? T'es quoi, toi? T'es un occidental qui pense ça aussi, ou comment tu te vois dans ce tableau? Moi, je bénéficie un peu des deux cultures, Ouais. parce que non seulement j'ai passé l'essentiel de ma vie adulte en Asie, Ouais. donc tu vois, si je bute sur les mots en français, c'est parce que j'ai pratiquement jamais travaillé en France, parce que j'ai quitté la France après avoir fini mes études. Donc autant je parle français couramment, mais le vocabulaire des affaires me manque un peu. Mais j'ai quand même cette éducation occidentale, évidemment. Mais en revanche, je vis en Asie depuis très longtemps. Ma femme est singapourienne. Ma fille est née à Jakarta et elle est beaucoup plus asiatique qu'occidentale, je pense. Donc tu vois, j'ai un peu ce culturalisme double qui est, dont je joue parce que ça me permet de travailler de manière très, très naturelle avec des cadres, des clients occidentaux. Et souvent, quand ce sont des entreprises occidentales qui viennent en Asie, de faire ce pont et de les aider un petit peu à comprendre la culture des pays dans lesquels ils vont opérer. Mais je travaille avec l'essentiel de mes clients aujourd'hui sont des Asiatiques. J'ai très très peu de clients occidentaux. La rencontre des cultures. Et si on revient sur cette idée d'axe, je me suis demandé s'il y avait un troisième axe. Qu'est-ce que ça pourrait Qu'est-ce que ça serait, hein? Ouais. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr de ça. Déjà deux, c'est pas... Déjà deux. C'est beaucoup parce qu'en fait, la plupart du temps, on est sur un seul axe, qui est l'axe du faire. Tu vois, c'est l'axe des to-do list, des objectifs, des plannings surchargés, des emails qui n'arrêtent pas, des réunions sans cesse, de prendre l'avion pour aller en réunion, de revenir le soir. Enfin, ça, c'est quand même l'axe dominant. Et puis en plus, quand on rentre le soir, on doit gérer les problèmes de la maison. Donc on doit, tu vois, faire la cuisine, s'occuper des enfants, voir les copains, planifier notre week-end. Tu vois, le week-end devient aussi planifié que la semaine. Donc déjà ouvrir cet axe orthogonal de l'être, c'est déjà un gros tu vois, c'est un gros chantier. Quand j'introduis cette notion avec mes clients, ils me regardent avec des yeux ronds, des fois ils me disent mais Fabrice, tu veux que je prenne une demi-journée pour aller m'asseoir dans mon jardin avec un cahier, quoi. Like, where do you come from? Et puis petit à petit, l'idée fait son chemin, évidemment. Des fois, j'utilise mes sessions pour tu vois, l'heure ou l'heure et demie qu'on passe ensemble pour les ralentir. Ils arrivent, ils sont sur une horloge interne, tu vois, c'est incroyable. Ils parlent à toute vitesse. Ils sortent d'une réunion, il y a un truc qui s'est passé. Donc j'utilise le temps avec eux. Des fois on fait pas grand chose, tu vois, on respire, on ferme les yeux, on se reconnecte. C'est quand même, tu vois, une marque de beaucoup de nos clients d'être très très déconnectés d'eux-mêmes, quoi. Et ça vient
de cette fragmentation, de ce rythme effréné, de passer de 5 assiettes à 6 assiettes. Et ça ne nous laisse pas le temps de se reconnecter. Donc en fait, on vit dans notre tête complètement. Donc, c'est sans arrêt des problèmes, des narratifs, des histoires qu'on se raconte, des histoires qu'on raconte aux autres. Et on n'est pas connecté ni à ce qui se passe physiquement dans notre corps, ni à nos émotions. Quand je demande à mes clients comment est-ce que tu te sens, bien. Enfin, mais bien quoi? Heureux, triste, anxieux, en colère, frustré. Le vocabulaire émotionnel est très très limité. Je comprends pas ta question. Je me sens bien, quoi. Je sens que je fais des progrès. Attends, je sens que je fais des progrès, c'est pas une émotion, tu vois, c'est une pensée. Donc tu es reparti dans ta pensée, tu te reconnectes pas. Donc reconnecter nos clients, je pense que c'est vrai pour tous les coachs, reconnecter nos clients à leurs émotions et à leur corps, c'est un travail absolument essentiel. Et ça, c'est la dimension verticale. C'est la dimension verticale. Ouais. Donc, je m'en rajoute pas une troisième. Tu vois, j'ai déjà assez de boulot à ouvrir une deuxième dimension. Il y a beaucoup à faire à être. J'ai beaucoup à faire à être. Exactement. Super. Est-ce que, Fabrice, il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Un territoire que tu aurais aimé explorer? Écoute, il y a une interrogation qui vient d'un constat pour moi, qui est on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, malgré tous les progrès qu'on a fait, on ne peut pas dire que le monde prenne une direction très positive actuellement. Et ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est comme une de ces cocottes minutes là, dont la pression augmente. Et puis à un moment donné, je sens qu'on approche d'un point où quelque chose va se disloquer. On voit les tensions qui existent dans le monde géopolitique, les pressions énormes que les employés subissent dans les entreprises, cette poursuite effrénée de la croissance et du profit qui, puisqu'on n'inclut pas le coût de l'environnement, des ressources que l'on utilise, etc. Essentiellement, l'air qu'on respire est gratuit, les ressources qu'on tire du sol sont gratuites, et donc il n'y a pas de limite à l'exploitation de la Terre, y compris la destruction des écosystèmes, etc. Et ça s'accélère puisqu'on recherche de plus en plus de profit, donc il faut de plus en plus puiser dans les ressources pour créer de l'énergie, pour permettre cette exploitation. Donc j'ai l'impression qu'on arrive à un point de non-retour et un point de rupture. Donc pour moi, la grande interrogation, c'est dans notre rôle de coach, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est suffisant de travailler avec un client à la fois ou une équipe de direction à la fois, ou est-ce qu'on peut accélérer cette prise de conscience et j'ai pas de réponse à ça. C'est quelque chose qui m'interroge. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors moi, ma réponse, ça a été de, de retourner dans mon cabinet de conseil où j'ai grandi et de prendre donc la direction de la pratique de leadership pour la région et de dire au moins grâce à cet accès, puisqu'on a accès à un grand nombre de grandes entreprises, de dirigeants, etc., d'augmenter mon influence. Donc c'était ma réponse. Tu vois, j'ai une équipe de coachs, on travaille avec mes collègues au niveau mondial, donc on a un certain pouvoir d'action en fait, et d'apporter nos solutions, ou en tout cas nos pratiques, nos réflexions, nos interrogations aux grandes entreprises au niveau mondial, quoi. Donc c'est ma solution, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Et cette question que tu poses, moi, elle m'interroge en elle-même. C'est une question d'échelle, encore, peut-être. Ben, c'est une question d'échelle, et puis c'est une question de comment, finalement, comment formater le message pour le répandre le plus rapidement possible. Mais donc, quantitatif, quand je dis échelle, c'est une volonté de quantitativement avoir de l'influence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse et que j'apporte à mes clients aussi. Alors et tu vois, par exemple, cette entreprise que j'ai rencontrée, où j'ai fait ma conférence mardi matin à Jakarta, finalement, c'est le signe qu'il y a une prise de conscience. Tu vois, c'est un groupe qui travaille dans les ressources naturelles, etc. Donc on pourrait dire, a priori, c'est les méchants, c'est les mauvais, etc. Mais en fait, il y a une conscience très très forte de la nécessité de la préservation, de l'environnement, de la culture, de la terre. Donc il y a des signes d'espoir. Après, il y a des entreprises pour qui il n'y a que la croissance qui compte. La croissance. Mais n'est-ce pas la croissance derrière cette question aussi? Faire tourner le plus d'assiettes de coaching pour toucher le plus de personnes. Ça, je ne pense pas que ce soit de la croissance, tu vois. De faire tourner plus d'assiettes, c'est de la productivité, c'est pas de la croissance. Aujourd'hui, on vit dans un système qui privilégie, enfin, quand tu écoutes les dirigeants, c'est profit et croissance. C'est les deux mesures de succès. Et ce sont des bonnes mesures de succès, parce que si tu n'as pas de profit, bah, tu mets la clé sous la porte. Donc, et si tu n'as pas de croissance, tu vas peut-être pas attirer les meilleurs que tu veux attirer, parce que naturellement on se porte vers des entreprises qui sont perçues à tort ou à raison comme ayant du succès, donc elles grandissent. Ça permet de faire des choses intéressantes, ça permet de commencer un petit business et de le faire grandir, etc. Donc il y a des tas de bonnes choses qui viennent avec la croissance et le profit. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas une opposition. Mais croissance pour la croissance, profit pour le profit, sans sens, en fait, sans conscience de ce que l'on veut réellement faire pour avoir une contribution positive dans le monde, ça nous emmène dans le mur. Donc en fait, je vois mon rôle un petit peu comme essayer de réconcilier les deux aspects et de dire à mes clients, mais finalement, oui, il faut faire de la croissance, il faut faire du profit, mais c'est pas la seule chose. Et il faut développer cette conscience pas seulement des actionnaires, mais de tous les acteurs de l'écosystème dans lequel on évolue, de sortir de cette mentalité
tu vois que les ressources sont rares et donc il faut les accaparer. Un petit peu un jeu à somme nulle, tu vois, ce que je peux attraper, c'est autant que le concurrent n'attrapera pas. Il faut sortir de cette mentalité, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire ensemble, on n'est pas obligé d'être des concurrents, on peut aussi travailler ensemble. Donc il y a toute des mentalités à changer, qui sont d'ailleurs des mentalités qu'on a dans d'autres secteurs de notre vie. Donc par exemple, quand tu élèves un enfant, tu te dis pas, attends, mais combien il va me coûter et combien il va me rapporter. Donc je vais faire, tu vois, un PNL et puis et de dire, voilà, j'espère que sa valeur nette actualisée va être positive, quoi, parce que sinon je dois pas avoir des enfants. On raisonne pas comme ça. Quand tu as un enfant, tu donneras tout à ton enfant sans compter. Donc en fait, on est une espèce de schizophrénie où dans notre vie, avec nos amis, avec notre famille, on a un système de valeurs, et puis c'est comme si on abandonnait tout ça, et on va travailler, et là on se transforme en monstre sanguinaire, on a fait plein de profits, mais on n'en a pas fait assez, donc on va licencier 10 000 personnes, pouf, tu vois, le modèle Jack Welch. Tu vois, on se transforme en robot complètement aseptisé, sans aucune émotion, sans aucune conscience collective, sans aucune assiette spirituelle. Et voilà, on est très content parce qu'on a généré de la croissance et du profit. Et c'est un comportement complètement schizophrène parce qu'en fait, c'est pas nécessairement qui on est, mais c'est qui on devient quand on va dans le monde de l'entreprise. Et c'est pas du tout simple puisque ça a contribué à créer toutes ces entreprises monstrueuses qui n'ont aucune conscience de ce qu'elles font. Alors, je pense que c'est peut-être en train de changer un petit peu. On commence tout doucement à voir les signes d'une conscience plus développée de l'impact de l'entreprise dans le monde, mais c'est peut-être trop lent et trop tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a en nous tout ce qu'il faut, tu vois, on n'a pas besoin d'être réparé, tu vois, on a tout en nous ce qu'il faut pour avoir ce niveau de conscience, puisqu'on l'a très souvent dans notre vie privée. Alors pourquoi est-ce qu'on ne démontre pas la même empathie, la même générosité qu'on a dans notre vie privée? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de l'amener dans l'entreprise? Ou qu'est-ce qui fait que l'entreprise, par ses conditions, par sa culture, ne permet pas à l'humanité de fleurir? Voilà, encore des questions. Questions en suspens. Exactement. Questions en suspens. Exactement. Et tu me disais aussi que tu travaillais avec des leaders de demain ou je sais pas, des jeunes leaders ou ces personnes-là que tu accompagnes et peut-être des personnes qui pourraient nous écouter. Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre comme message? Aux jeunes leaders avec lesquels je travaille? Ouais. D'abord, alors, mes jeunes leaders, ils sont pas si jeunes que ça, parce qu'en général, on s'adresse à des gens qui sont à un niveau hiérarchique en dessous du COMEX. Donc, ce sont des gens qui ont déjà des responsabilités importantes, mais qui ne sont pas au niveau du comité exécutif ou du comité de direction. Des fois, dans les très grandes entreprises, on va aussi à un niveau en dessous, mais ça reste quand même des gens qui ont pour la plupart entre 35 et 45 ans, pour schématiser. Et qui sont sur le point, alors ce sont des gens qui techniquement ont été très bons, donc ils ont été les bons soldats, ils ont délivré les bons produits, ils ont fait les bons trucs, et donc ils sont potentiellement les futurs dirigeants de demain. Et le but de nos programmes de développement, c'est justement d'essayer de faire qu'ils ne soient pas juste des robots qui performent très très bien, mais qui développent aussi une conscience approfondie
d'eux-mêmes, de leurs équipes et de l'écosystème dans lequel ils travaillent. Donc c'est tout le but du travail qu'on fait avec eux. C'est au-delà des considérations techniques, donc il y a aussi des programmes de formation purement de compétences techniques qu'il faut avoir pour opérer à un niveau élevé dans les grandes entreprises. Mais au-delà de ça, il faut une compétence humaine qui passe par la reconnexion avec soi-même, mais aussi la compréhension de ce qui fait une équipe qui fonctionne. Alors on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, mais les équipes de direction sont en général fonctionnent moyennement. C'est-à-dire que c'est une collection d'individus qui travaillent dans leur propre silo et pour qui faire partie de l'équipe de direction est un petit peu une tâche supplémentaire. Il faut aller au comité de direction, mais en fait ma famille c'est mon silo, tu vois, et je travaille avec mes équipes, je délivre mes objectifs, et si je fais ça, j'ai mon bonus. Il n'y a pas de conscience collective. Donc un leader d'équipe de direction, en fait, sa tâche principale c'est de créer cette conscience collective et de dire on est plus fort quand on est ensemble. Donc c'est l'idée tu vois, par exemple d'une équipe de sport, une équipe de foot, si tu mets 11 mecs, même tout géniaux qu'ils sont, s'ils ne savent pas travailler ensemble, ils ne vont pas gagner le match. Et donc c'est cette considération qu'il faut faire travailler, dans la plupart des cas, il y a des situations où ça ne s'applique pas, mais dans l'essentiel des situations, il faut faire travailler les gens ensemble, et le tout doit être plus grand que la somme des parties. Donc ça c'est tout un programme, et tu n'apprends pas ça dans les universités, tu n'apprends pas ça dans les programmes de leadership development. Donc en fait tu te retrouves à des postes à responsabilité élevés, tu dois faire travailler des gens ensemble et tu n'as pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Souvent on n'a même pas la moindre idée que ça pourrait exister. Dire, voilà, j'ai 10 mecs, 10 direct reports dans mon équipe, et donc voilà, je donne à chacun ses objectifs, et une fois par semaine, je les mets ensemble et on fait la revue de ce que chacun a fait. Quand il y en a un qui parle, les 9 autres s'emmerdent royalement, donc ils vont sur leur texto et tout ça, parce qu'en fait, ils ne savent pas travailler ensemble. Donc cette notion de travailler en équipe est absolument primordiale pour être un leader de demain, et d'arriver à faire travailler des gens compétents ensemble pour créer quelque chose qui est plus grand que nous. Donc ça c'est tout un programme, on s'inspire beaucoup pour ça. On va en fait en dehors du monde de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèle dans l'entreprise. Donc on va dans le monde du sport, dans le monde des arts, tu vois, un chef d'orchestre qui arrive à faire travailler, tu vois, 30 musiciens ensemble. Et c'est pas que chacun a sa partition, donc il doit jouer ses notes. S'il joue pas ses notes, s'il sait pas jouer ses notes, on le vire, ok. Mais c'est pas ça qui fait le génie d'un chef d'orchestre. C'est pas que chacun, le violoniste, le troisième violon, le deuxième trombone, ils savent jouer leur partition. Évidemment, c'est le point de départ. Ils savent jouer de leur instrument. C'est comment est-ce qu'on fait que ces gens-là vont jouer tous ensemble, vont abandonner en fait leur ego pour devenir une conscience collective. Et quand tu écoutes un orchestre dirigé par un grand chef, c'est ça qui est en train de se passer. Et dans l'entreprise, on n'arrive pas à le faire. Dans le monde du sport, on le voit. Tu prends 11 footballeurs, si le coach n'arrive pas à les faire travailler ensemble, tu as Manchester United. Tu as des mecs très très bons qui jouent très mal. Et on s'inspire aussi beaucoup, je te disais ça avant qu'on commence l'enregistrement, avec les forces spéciales dans l'armée. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de forces spéciales? C'est une petite équipe en général, tu vois, 6 à 12 mecs qui vont faire un truc très chirurgical, très, très focalisé, récupérer un otage, aller tu vois, éliminer quelqu'un qui est une cible.
en situation où ils se mettent en danger, Mhm. et avec une énorme technicité. Mhm. Donc, tu vois, ils sont préparés à sauter en parachute, à aller sous l'eau, à faire les explosifs, les communications, le sniper. Donc, tu as tout un tas de compétences extrêmement poussées. Mais ces gens-là, en fait, il y a une mission, ils vont tous travailler ensemble pour réaliser cette mission. Et il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de rang, c'est pas que tu sois sergent ou lieutenant, etc. Ça devient complètement euh, euh, irrelevant. En fait, on va travailler ensemble. Et s'il y en a un qui a besoin d'aide, on va l'aider. Et s'il y en a un qui fait pas son truc, on va lui dire t'as fait ton truc. Et puis une fois que la mission est réalisée, on fait un debrief et on apprend. Et on apprend ensemble. Et c'est pas pour pointer du doigt, mais c'est pour apprendre ensemble. Et je trouve ça fantastique, enfin vraiment intéressant, parce que ce sont pour beaucoup des gens qui viennent de milieux modestes, pas d'études particulières, tu vois, pas de... Et donc, l'armée, c'est pas... on voit ça dans beaucoup de pays qui ont des forces spéciales, tu vois, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, Israël. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont des forces spéciales dignes de ce nom. Mais en fait, ils prennent des gens qui n'ont pas nécessairement, tu vois, qui ne sont pas bardés de diplômes, qui n'ont pas ceci, qui viennent de backgrounds, tu vois, avec des familles dysfonctionnelles, enfin tout le truc. Et tu arrives à faire que ces gens-là deviennent des super-héros ensemble. Et je me dis, si on arrive à faire ça dans l'entreprise, tu vois, alors évidemment dans l'entreprise, si tu foires un projet, il n'y a pas mort d'homme. Donc les enjeux sont moindres. Mais si on arrive à faire travailler les gens dans l'entreprise comme on voit travailler les forces spéciales, ou comme on fait travailler un orchestre, ou comme on fait travailler une équipe de sport, le potentiel est infini. Ouais. Donc on travaille là-dessus, et puis après on travaille sur un autre sujet qui est la compréhension de la complexité. Aujourd'hui, les dirigeants ne sont pas du tout prêts à travailler dans la complexité parce qu'ils veulent ces réponses. Hein. Comme on disait tout à l'heure, il me faut des réponses tout de suite. Et dans un environnement complexe, la définition d'un environnement complexe, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Tu ne vas pas comprendre la relation entre les inputs et les outputs. Tu n'es pas capable de la comprendre. Elle existe peut-être, mais on n'est pas capable de la voir. Donc tu peux demander tous les rapports supplémentaires, toutes les données supplémentaires, tu peux te barder d'analyse, tu peux faire venir tous les consultants que tu veux, la complexité, elle est insaisissable en fait. Et donc la seule attitude à avoir face à la complexité, c'est de dire je ne sais pas. Et non seulement je ne sais pas, mais je ne peux pas savoir. Donc tous mes experts, ça ne sert pas à grand chose. Prends Covid par exemple, c'est un exemple parfait. Tu vois, on fait tous des budgets en décembre 2019, je me souviens, tout le monde faisait des budgets pour 2020. Voilà, donc on a fini nos budgets, on s'est écharpé, on s'est engueulé, le patron a dit non mais mec, c'est pas assez, donnez-moi 5% en plus. Ben non patron, je peux pas. On passe des centaines d'heures à faire des budgets, machin, et en mars ou février 2020, il y a Covid, et donc tous les budgets, en fait, ça servait à rien. Donc on a perdu toutes ces centaines d'heures, et donc à l'échelle mondiale, tu vois, des trillions d'heures qui n'ont servi à rien, quoi. Et là, d'un seul coup, il faut qu'on se précipite encore dans « je sais ». Enfin, on ne sait rien, mais donc je sais. Donc je vais faire, je vais faire porter des masques. Dans un autre pays, non, les masques, ça ne sert à rien. Tu vois. Donc tout est n'importe quoi. Alors qu'il n'y a pas de best practice, il n'y a pas d'experts qui peuvent... Chaque expert nous raconte un truc, mais ils nous racontent tous des trucs différents. Donc ça, c'est l'illustration parfaite de la complexité. Alors, il y avait des situations d'urgence avec Covid, donc il faut mettre en place les garde-fous pour éviter une contamination à échelle massive, parce que les hôpitaux ne peuvent pas suivre. Mais une fois qu'on a stabilisé le truc, c'est là qu'on a vu l'incompétence massive de tout le système, en fait, qui s'est précipité dans des règles. Donc, tu vois, la grand-mère qui n'a pas le droit d'aller se promener sur la plage et qu'on lui met une amende à 135 €. Enfin, tous les trucs, tu vois, on garde des étudiants, on les enferme dans leur chambre d'étudiants, alors que les gars, ils ont 20 ans, tu vois, et donc on a toute une génération d'étudiants qui ont eu leur scolarité complètement bousillée. Maintenant, on voit des problèmes psychologiques. Donc, il y a eu on s'est précipité dans l'action avec des règles complètement arbitraires. Et ça, c'est notre difficulté
à vivre face à la complexité et à dire finalement je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je ne vais pas me précipiter, je vais peut-être essayer des choses différentes. Et je vais voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et de cette... et quand je fais des trucs qui ne marchent pas, en fait, c'est une bonne nouvelle parce que je sais ce qui ne marche pas. Donc, en fait, c'est positif. Mais dans le monde de l'entreprise, quand tu fais un projet qui ne marche pas, en fait, tu te fais taper sur les doigts. Donc, tu vois, toute la mentalité pour gérer la complexité est à réinventer. Parce que dans le monde de l'entreprise, on vit dans la certitude. On veut de la certitude. Le budget, c'est un exercice en certitude. On peut passer des milliers d'heures à créer un bout de papier qui est en fait la certitude de ce qui va se passer l'année prochaine. Quand tu réfléchis, c'est complètement débile. Certitude de quoi? Quand tu sais qu'il peut y avoir un crash financier, la Russie peut envahir l'Ukraine, tu peux avoir Covid, quelle certitude tu as? Donc, mais on veut vivre dans cette certitude. Et le travail qu'on fait donc, dans nos programmes, c'est de rendre les dirigeants capables de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas savoir. Et c'est OK. Et c'est OK. Alors, évidemment, tu ne vas pas t'adresser à toute ton entreprise, tu vois, 20 000 personnes, le CEO ne va pas se pointer en face du micro et dire « les enfants, je ne sais absolument pas ce qui se passe ». Parce que ça c'est anxiogène. Mais au sein de l'équipe de direction, au lieu de se précipiter, de dire mais on ne sait pas. Et on ne sait pas, ça ne veut pas dire on ne fait rien. Ça veut dire on ne sait pas, donc on va prendre un moment. On va se poser. On va se relaxer un petit peu. Parce que de toute façon, on ne peut pas savoir, donc on n'a pas à être coupable de ne pas savoir. C'est normal. Donc arrêtons l'anxiété. Et maintenant, réfléchissons de manière posée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et pourquoi on n'essaye pas 10 trucs ou 5 en sachant pertinemment qu'il y en a plein qui vont foirer. Mais au lieu de dire c'est un échec, si j'essaye une mesure, si je fais un projet et que ça ne marche pas, au lieu de se dire c'est un échec, en fait c'est un succès puisque j'ai appris ce qui ne marche pas. Et donc ça enrichit ma discussion, ma réflexion et la fois suivante, je suis un petit peu plus malin. Et petit à petit, on commence à voir comment le système fonctionne. Donc, c'est cette approche de la complexité qui est théorisée. Enfin, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est assez récent. Hein. C'est un domaine qui n'est pas encore mainstream dans le monde managérial. Moi, quand j'explique à mes cadres dirigeants les concepts de complexité, ils me regardent avec des yeux ronds au début. Mais il y a une base de recherche très très fertile. Et quand le truc clique, c'est incroyablement puissant. Et c'est presque... Enfin, ça se connecte aux traditions spirituelles aussi, tu vois. Dans le zen, beginner's mind en anglais, tu vois, cet esprit du débutant, de dire je ne sais pas. Donc je prends une feuille de papier blanc, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une longue réponse à ta question, comment est-ce qu'on développe les leaders de demain? Mais c'est pas en leur bourrant le crâne de trucs techniques. Alors bon, c'est bien, il faut avoir un minimum de compétences sur la digitalisation, sur l'artificial intelligence, sur le big data, enfin il faut connaître ces trucs-là, tu vois, mais c'est pas en te bourrant le crâne de ça de toute façon que tu deviens un meilleur leader. J'allais dire presque au contraire, mais je pense qu'il faut une base de connaissances, évidemment. C'est comme, tu vois, si tu veux conduire une voiture, il faut savoir comment changer les vitesses, enfin supposer qu'elles ne soient pas automatiques, mais tu vois, il y a une base de connaissances, mais après bien conduire, c'est pas en lisant un livre en plus que tu vas bien conduire. C'est en allant conduire et en te mettant dans le flow. Et après, tu suis le flow, tu anticipes ce que feront les autres,
conscient de ton environnement. S'il y a quelqu'un derrière toi, même, tu vois, tu le sais instinctivement, et donc tu vas pas piler sur le frein, tu vois, parce que tu sais. Donc ça, c'est pas en lisant un livre en plus que tu vas devenir un bon conducteur. C'est en expérimentant, c'est sur le chemin, comme ce que tu évoquais. Donc ça, c'est le chemin, ouais. Le chemin. Ok. On arrive à la fin de notre enregistrement. Ce chemin, justement, tu l'as vécu comment, là, le temps qu'on a passé? Écoute, moi j'adore ça. J'aime bien être en conversation avec toi et c'est un moment, tu vois, qui permet d'explorer avec curiosité. Explorer avec curiosité. Et j'ai aimé les sujets qu'on a abordés. Tu vois, je pensais pas qu'on irait sur ce sujet de la complexité qui pourtant me passionne. Donc je suis contente qu'on le touche du doigt là, dans cet échange. Et puis il y a plein de portes qui se sont ouvertes. On est rentré un petit peu. Bon, on les laisse ouvertes. On fera un autre podcast, tu vois. Et puis, moi j'ai envie de terminer. Il y avait une phrase aussi dans ta conclusion de ton livre qui disait... on a voyagé ensemble en créant un espace de réflexion et d'exploration. C'est que des mots que j'adore. Donc j'ai envie de te dire merci, Fabrice, pour ce voyage de réflexion et d'exploration que tu m'offres et que tu offres à toutes ces personnes qui vont nous écouter aussi. Écoute, merci à toi, Camille, pour créer les conditions pour cet échange. Merci. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.